Vendredi 9 juin 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Et très bonne rupture à vous. Aujourd'hui, 14e jour du mois béni de Ramadan, ce qui nous met en plein pied dans la moitié de la deuxième décade. À quoi correspond cette deuxième décade? Explication avec le prédicateur frère Ismaël Mahamadou. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le climat de tout miséricordieux, qui en ce moment de Ramadan, en cette deuxième décade, comme vous le précisez bien, nous sommes donc à même de dire. Nous pouvons peut-être évoquer la première décade, faire un petit bilan, savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette première décade où Allah subhanahu wa ta'ala a propagé toute sa rahma. Donc un petit bilan aurait dû être fait par chacun, afin de savoir en matière, entre autres, par exemple, de Trawih, combien de Trawih j'ai raté, ou combien j'en ai fait, alhamdoulilah, si j'ai tout fait, et combien de parties du Coran ai-je lu, n'est-ce pas, combien de visites ai-je effectuées, et combien d'aumônes ai-je fait. Donc, un petit bilan de ce qu'on a programmé de faire dans ce mois. Nous pensons que les choses se sont passées dans les meilleures conditions et que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes parmi ceux qui bénéficient de cette rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala a partagé dans cette première décade. En ce qui concerne la deuxième décade, Allah subhanahu wa ta'ala la consacrera pour l'absolution des péchés. Donc Allah va pardonner à beaucoup de gens. Nous souhaitons que nous soyons parmi ceux-là. Donc c'est une décade où il faut forcément profiter pour d'abord soi-même demander verticalement le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, répéter les zikr, astaghfirullah, mais également de faire en sorte qu'on soit beaucoup plus en harmonie totale et parfaite avec qui on vit. On peut se demander pardon et là, alhamdulillah, on a le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a le pardon de ces créatures, on est sûr, inch'Allah, de passer donc une bonne décade où Allah à la fin pardonnera à beaucoup d'entre nous. Le président Issoufou Mahamadou a présidé ce matin à la présidence la 6e réunion de haut niveau du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire. Cette réunion a vu la présence des ministres en charge de l'agriculture et de l'élevage de l'espace IMOA. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. Après la tenue le 8 juin à l'hôtel Gaoué de Niamey de la réunion des ministres en charge de l'agriculture et de l'élevage de l'espace IMOA, le comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire s'est rendu à la présidence pour tenir la 6e réunion du comité présidée par Issoufou Mahamadou, qui a d'ailleurs tenu à féliciter les participants pour la qualité du travail abattu. Je me réjouis de constater que sur l'essentiel de ces sujets, des mesures ont été prises par les acteurs concernés, en particulier les organes et institutions de l'Union, telles que cela ressort des conclusions de la réunion des ministres qui vient de se tenir. Mesdames et messieurs, le rapport de la réunion des ministres fait ressortir pour la campagne agricole 2016-2017 une situation agricole globalement satisfaisante, avec toutefois la persistance dans tous les États membres, à l'exception de la Côte d'Ivoire, de zones avec des populations en situation de crise alimentaire. S'agissant de l'élevage, un déficit fourrager et hydrique dû à l'épuisement des ressources fourragères et au faible remplissage des points d'eau de surface est noté dans les zones pastorales et agro-pastorales des pays sahéliens. En procédant à l'ouverture des travaux de la 6e réunion du comité, le président de la République a invité les partenaires techniques et financiers à appuyer ce comité pour la bonne marche de la campagne agricole, mais surtout pour que sécheresse ne soit plus synonyme de famine. C'est le lieu pour moi d'inviter les organes et institutions de l'UEMOA, ainsi que les partenaires techniques et financiers, à prendre les mesures diligentes en vue de faire face à cette situation d'urgence. Au demeurant, je voudrais, au nom de mes collègues chefs d'État, vous féliciter pour votre engagement dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre espace. L'élaboration du programme communautaire décennal
pour la transformation de l'agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'espace UEMOA constitue une réponse appropriée en vue d'une solution durable. À cet égard, j'exhorte la Commission de l'UEMOA à accélérer et intensifier sa mise en œuvre. Chaque année, le gouvernement nigérien élabore et met en œuvre un plan de soutien pour faire face aux situations d'urgence. Ce plan est axé sur les opérations d'achat des céréales pour le système national de sécurité, sur les opérations de distribution gratuite ciblée, sur les appuis en semences d'urgence, les opérations de vente à prix modéré d'aliments bétail aux éleveurs vulnérables, les ventes à prix modéré de céréales aux ménages vulnérables, la mise en œuvre de programmes Cash for Work et la réalisation de bandes pare-feu visant à sécuriser les ressources naturelles et à lutter contre la pauvreté. Après le président, les ministres, experts et partenaires se sont concertés pour élaborer des stratégies pour vaincre l'insécurité alimentaire dans l'espace UEMOA. La réunion a été sanctionnée par un communiqué final, scellé ici par le ministre nigérien de l'Agriculture et de l'Élevage, Albade Abouba. Le comité a exhorté les États membres, institutions et organes de l'Union à se mobiliser pour mettre en œuvre les plans de contingence et lance un appel à la communauté internationale d'intervenir en faveur des populations en insécurité alimentaire. Le comité croit au bien fondé de la fluidité des échanges intra-régionaux des produits alimentaires dans la promotion de la sécurité alimentaire et appelle en conséquence les États membres de l'Union au respect des textes communautaires en matière de libre circulation des personnes et des biens, ainsi que le développement des infrastructures terrestres, routières, ferroviaires. Il recommande à la commission de l'UEMOA le suivi de leur application. Le comité s'est préoccupé des maladies émergentes signalées dans la région, notamment la fièvre de la vallée du Rift et la chenille légionnaire d'automne, causant respectivement beaucoup de dégâts sur les bétails et les cultures dans certains États membres. Il s'est félicité de l'organisation à Accra du 5 au 7 juin 2017 sous l'égide de la CEDEAO et de l'UEMOA d'une réunion régionale qui a validé un cadre régional de prévention et de lutte contre la chenille légionnaire et les autres ravageurs de culture. Le comité lance un appel pressant à l'ensemble des acteurs, États membres, OIG, PTF, pour une prise en charge urgente de toutes les questions relevées. Au terme des travaux, le comité a formulé les recommandations ci-après. À l'endroit des États membres, poursuivre la mise en œuvre des recommandations, notamment celles relatives à la libre circulation des personnes et des biens. Poursuivre les appuis aux dispositifs nationaux de collecte et d'analyse de données sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les besoins des analyses de cadre harmonisé et du pilotage des politiques. Accélérer la mise en œuvre des plans de soutien et d'urgence au profit des populations en insécurité alimentaire, crise et urgence, estimés en période de soudure juin à août 2017 à environ 2,7 millions de personnes. À l'endroit des organes et institutions de l'UEMOA, renforcer l'engagement politique en vue de la mobilisation des ressources financières requises, y compris la dynamisation du Fonds régional de développement agricole, FRDA, pour accompagner les États dans la mise en œuvre d'actions structurelles, notamment les priorités résilience de ces pays, PRP, et les priorités du PCD Tazan. Appuyer les 8 États membres à renforcer le dispositif de collecte d'informations pour la prise de décision en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience. Aux partenaires techniques et financiers, appuyer la réalisation des enquêtes agro-silvo-pastorales, halieutiques et nutritionnelles permanentes afin de disposer de données pertinentes pour les analyses de cadre harmonisé. Soutenir les dispositifs de collecte, de traitement et de diffusion des informations sur l'insécurité alimentaire et nutritionnelle.
Point de presse ce matin au Haut Commissariat à la modernisation de l'État. Il se tient dans le cadre de l'organisation du prix Hikima 2017, récompensant la culture de l'excellence dans l'administration publique. Le compte rendu avec Abdelrazak Hamidou et Sadou Demi. Ce point de presse se tient en marge de l'organisation du concours Hikima édition 2017. Concours organisé à l'occasion de la commémoration de la journée africaine de la fonction publique par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, le ministère de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale et le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, avec l'appui financier de l'Agence française de développement. C'est à l'initiative du Haut Commissariat qu'il est organisé, avec la participation du ministère de la Renaissance culturelle et du ministère de la fonction publique. Maintenant, pour le prix Hikima, c'est dans le cadre de la journée africaine de la fonction publique qu'il est organisé. La journée africaine de la fonction publique, elle est célébrée le 23 juin de chaque année. Donc c'est dans le cadre de la célébration de cette journée africaine que le prix Hikima a été initié pour la première fois, parce que il faut le dire que c'est pour la première fois qu'on l'initie. Goni, et nous avons dit 4 ministères ont été identifiés, les ministères en charge des enseignements. Et au sein de ces ministères, ce sont les directeurs centraux. Ce sont ces directeurs centraux qui sont appelés à être évalués pour désigner le meilleur manager du ministère. Pourquoi on s'est limité au ministère en charge des enseignements? C'était un choix. Si on pouvait le faire, on aurait fait tous les ministères. Mais il n'est pas possible dans les conditions actuelles, en tout cas pour cette phase pilote, d'évaluer tous les ministères. Ce prix dit prix nigérien de l'innovation du service public vise à inciter la culture de l'excellence dans l'administration publique et récompensera l'administration publique ou parapublique ayant innové dans l'amélioration de la qualité de la délivrance de services publics. Maintenant, il vise à récompenser l'administration publique ayant innové dans l'amélioration de la qualité de la délivrance des services publics. Et à lui-même le prix, il vise à quand même inciter la culture de l'excellence dans nos administrations publiques et parapubliquement. Parce qu'à la différence du prix Goni, le prix Hikima, lui, il s'intéresse à toutes les administrations. Il vous a bien dit que le prix Goni est réservé aux ordres d'enseignement, mais le prix Hikima intéresse toutes les administrations publiques et parapubliques. Même l'ORTN peut postuler. Il se tient du 30 mai au 24 juin et est constitué d'un trophée et d'une enveloppe financière de 3 500 000 pour faire la promotion de l'innovation primée. Une prime d'encouragement sera aussi offerte à l'initiateur de l'innovation. En mission de travail au Niger, le vice-président de la Banque mondiale s'est rendu sur le site du barrage de Kandaji, un déplacement pour constater les conditions de vie des populations. Il est accompagné par la ministre du Plan qui se réjouit de cette mission. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa et Chebou Gisso. Constater de visu les nouvelles conditions de vie des populations des villages de Kandaji et Sangilé des guerpilles de leur village d'origine, c'est entre autres objet du déplacement du vice-président de la Banque mondiale et la ministre du Plan ici à Kandaji. Quelques 6 000 personnes sont sur leur nouveau site où elles mènent convenablement leur activité, notamment les cultures irriguées sur un périmètre d'environ 2000 hectares aménagés pour compenser les champs. Ces habitants de Kandaji, bien organisés, disposent d'une coopérative créée en novembre 2016. Forte de 2032 membres, dont 80 femmes, cette coopérative collecte les riz cultivés par les riverains qui trouvent d'ailleurs leur compte. Leurs récoltes sont écoulées sur place.
La coopérative de Kandaji a reçu la visite de la mission de la Banque mondiale dont les membres ont été édifiés sur le fonctionnement. En plus de la coopérative, le foyer féminin de Kandaji a également été visité par les missionnaires de la Banque mondiale accompagnés par la ministre du Plan et le gouverneur de la région de Tillabéri. Un foyer créé en 2015 qui compte actuellement une vingtaine d'élèves qui reçoivent des formations en couture, en cuisine et en tricotage. Des formations d'une durée d'1 an sanctionnées par un diplôme. Ce foyer a démarré ses activités il y a juste 3 mois et accueille des femmes âgées de 16 à 19 ans. Troisième étape, Sangile, où la délégation a eu des échanges directs avec les représentants de la population relativement aux conditions de vie des habitants. S'il y a des préoccupations, qu'on peut les écouter. Pour la banque, l'essentiel est d'être le plus ouverte, mais aussi d'écouter les communautés, comment ils voient le progrès avec le projet, où il y a les défis, où la banque, ensemble avec le gouvernement et avec les autres bailleurs de fonds, peut répondre dans la meilleure façon pour que vraiment, au fin de ce projet, il y a une satisfaction non seulement de la construction de barrages, mais aussi une satisfaction des femmes et des hommes de la communauté que vraiment la vie peut être améliorée. Le site devant abriter le barrage de Kandaji a constitué la dernière étape de la mission de la Banque mondiale dans cette zone. Après plus d'une heure de visite sur le terrain et les échanges avec la population, les membres de la mission Banque mondiale gouvernement ont animé une conférence de presse au village de Sangile. Précision avec Hassan Saleh Mustafa et Chebou Gisso. Après des séries de visites sur le terrain, les membres de la délégation ont animé une conférence de presse pour faire le point. D'abord, le vice-président de la Banque mondiale qui a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner les autorités nigériennes dans la réalisation de cet important programme. Le Niger peut compter à notre appui, non seulement financement, mais sûrement avec tout notre effort de l'équipe de la banque d'appuyer soit dans la préparation de projets, soit dans l'assistance technique, soit dans la coordination où on peut vous aider. Je crois que c'est un grand plaisir d'être ici, mais c'est pour nous aussi le Niger et le développement au cœur. Et c'est pour une organisation internationale qui travaille pour le développement. Le Niger est un des pays clés où nous voulons travailler. Et votre succès va être lié aussi avec notre succès dans la forme d'appui. Puis le représentant du Niger à la Banque mondiale qui s'est intéressé à l'aspect social du barrage. La première dimension, c'est celle sur laquelle nous sommes, c'est la dimension sociale, avec tout ce que cela comporte comme déplacement, relocalisation des populations, viabilisation des nouveaux sites d'accueil, et infrastructures sociales, etc., etc. Ensuite, il y aura la construction du barrage elle-même. Ensuite, il y aura le volet construction des lignes électriques, puisque c'est un barrage hydro-agricole. Que ce soit dans la dimension sociale, que ce soit dans la digue ou l'électricité, etc., c'est le gouvernement qui va positionner les différents partenaires pour qu'ensemble, on puisse accompagner le gouvernement du Niger dans la réalisation. Pour la ministre du Plan, c'est un sentiment de satisfaction. La présence des responsables de la Banque mondiale ici à Kandaji vaut mieux tous les discours car ils ont vu la réalité en face, dit-elle. Les discussions, le dialogue avec la Banque mondiale n'est pas un dialogue seulement à Washington, n'est pas un dialogue dans les bureaux climatisés du ministère du Plan ou bien du bureau du représentant résident, mais un dialogue avec les populations elles-mêmes. Et la deuxième partie du message, c'est que là où je suis très heureux, c'est que un vice-président de la Banque mondiale est venu
L'administrateur qui est notre représentant, il est venu à Sanguilé, il est venu, ils sont partis dans les autres sites, ils ont parlé avec les gens. Ils ont entendu, ils ont posé des questions aux gens. Nous, on est là. Et les gens ont répondu. C'est ça. Les vrais porte-parole des populations de Kandaji, c'est les populations de Kandaji elles-mêmes. Ce n'est pas des ONG internationales qui vont aller manifester au siège de la Banque mondiale pour dire nous voulons ceci, nous. Et voilà les vrais porte-parole. Ils les ont rencontrés. Selon le vice-président de la Banque mondiale, le reliquat de 250 millions de dollars pour le financement du barrage de Kandaji est prêt avant d'annoncer que la Banque mondiale entend d'ailleurs doubler son engagement financier avec le Niger et prévoit d'ores et déjà 8 milliards de dollars pour les prochaines années. Déclaration de l'Association nigérienne des centres, écoles et instituts de formation professionnelle et technique ce vendredi. Une sortie médiatique pour fustiger le non-paiement des frais d'inscription des étudiants boursiers par le gouvernement. Le compte-rendu de cette déclaration avec Nafissa Yahaya et Aboubakar Souley. Le non-paiement des frais de formation des boursiers de l'État dans les établissements privés a fait l'objet d'une déclaration de presse de l'Association nigérienne des centres, écoles et instituts de formation professionnelle et technique ANSEFT. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour. Situation de paiement des frais de formation des boursiers de l'État dans nos établissements privés. Considérant le non-paiement des frais de formation aux établissements privés de formation professionnelle et technique, considérant que les établissements privés ont respecté leur engagement en formant les étudiants boursiers de l'État, considérant la politique de 2 poids 2 mesures qui s'applique aux établissements privés de formation professionnelle et technique, c'est-à-dire le paiement d'un forfait, alors même que les établissements publics perçoivent l'intégralité de leur montant à des tarifs librement choisis et de surcroît à temps. Considérant le retard constaté dans le paiement des frais de formation de l'année académique 2015-2016. En effet, notons qu'à la date d'aujourd'hui, l'État n'a pas honoré ses engagements envers les fondateurs de ces instituts de formation privés, alors que ces derniers ont honoré les leurs en formant les boursiers de l'État. Considérant qu'à la date d'aujourd'hui, aucun acte n'a été pris en ce qui concerne le règlement des frais de formation des boursiers de l'État nigérien inscrits dans nos établissements privés au titre de l'année académique 2016-2017, alors que les établissements publics ont été payés intégralement. Considérant qu'à la date d'aujourd'hui, les établissements privés de formation professionnelle et technique traversent une situation difficile avec pour conséquence le non-paiement des salaires du personnel administratif, des enseignants permanents et vacataires, le non-paiement de loyers et autres charges de fonctionnement, engendrant du coup le dysfonctionnement de nos établissements. L'Association nigérienne des centres, écoles et instituts privés de formation professionnelle et technique ANSEFT entend suspendre toutes les activités académiques et toute participation aux examens d'État si au plus tard le 19 juin 2017, l'État ne paye pas l'intégralité des frais de formation de ses étudiants boursiers. Après la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et la FISEN, le syndicat national démocratique de l'éducation du Niger, SINADEN, membre de FISEN, informe sa base que ce protocole d'accord ne lui concerne pas. Par conséquent, il se désengage et réaffirme son soutien à la synergie cause Niger-SINASEB. Kahiyaru Isia est le secrétaire général adjoint de SINADEN. Donc, nous, notre position était claire. Depuis donc la réunion du mois d'avril, de la réunion de la synergie cause Niger-SINASEB, à laquelle certains syndicats de la FISEN ont quitté la salle, nous, on était restés au niveau de la synergie cause Niger-SINASEB. Donc, il est hors de question pour nous d'accepter un quelconque protocole d'accord qui va consacrer la rupture d'égalité entre les enseignants. Voilà pourquoi, lors des négociations, nous n'avions pas, en tout cas, accueilli cette proposition du gouvernement. Mais nous avions été quand même surpris de voir par la suite certains syndicats membres de la FISEN ont contourné par la suite pour aller signer un protocole d'accord. Donc ici, c'est quand même pour
réaffirmer notre position, que nous ne sommes pas d'accord avec cela, et aussi réaffirmer notre position vis-à-vis de la synergie cause Niger et SYNASEB. Puisque pour nous ne pouvons pas aujourd'hui créer un précédent. C'est quoi le précédent? Enseignant ce protocole d'accord, qui est donc, à notre avis, divisionniste, puisque dans tous les cas, dans son application, lorsqu'il parle de la mise en solde de 283 enseignants contractuels sur les 1440, donc cela va créer quand même une certaine frustration vis-à-vis de nos camarades. Donc voilà pourquoi nous avons rejeté totalement cette proposition-là du gouvernement et nous sommes inscrits donc, pour la lutte, puisque pour nous, il est hors de question donc, de signer un protocole d'accord partiel. Notre souhait, c'est vraiment un protocole d'accord intégral qui va mettre à l'aise donc, l'ensemble de nos camarades. Ce n'est pas du jusqu'au-boutisme, c'est une question de vérité, c'est une question de réalité. Et nous sommes convaincus de ce que nous faisons. La Fondation Orange Niger a fait ce matin un don en vivre aux enfants du village SOS d'enfants. Une donation appréciée à sa juste valeur par les responsables du village, surtout en ce mois béni de Ramadan. Le compte rendu de la rédaction Labari. Coutume à sa tradition et conscient de sa responsabilité sociétale que la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger, à travers sa fondation, a bien voulu mettre en ce mois béni de Ramadan à la disposition des orphelins du village SOS Village d'enfants, un important lot de vivres. Nous sommes convaincus qu'au-delà de notre vocation de développement du numérique au Niger, qui est notre cœur de métier, nous avons également un rôle et un engagement d'apporter quotidiennement une réponse pour améliorer le quotidien de la population, et notamment des plus vulnérables. Le don que nous faisons aujourd'hui de ces sacs de riz, de mil, de maïs, d'huile, de sucre, de paniers de Ramadan et quelques gadgets d'Orange qui sont destinés bien sûr aux pensionnaires du village SOS Enfants de Niamey, témoigne donc de notre pleine conscience que nous avons de notre responsabilité sociétale au Niger. J'espère que cette modeste donation va contribuer au sentiment d'appartenance familiale qui est si bien relaté dans votre slogan « La chaleur d'un foyer pour chaque enfant ». Directeur national de remercier au nom de tous les enfants locataires de ce centre, la Fondation Orange Niger. Nous sommes, en somme, nous vivons du parrainage, des legs et des donations. Mais il se trouve qu'au Niger, le parrainage est peu développé et la culture de don n'est pas encore fortement ancrée dans nos mœurs. C'est pourquoi j'ai l'honneur de réaffirmer ici que votre fondation n'est pas à son premier geste. Et elle fait partie de nos partenaires potentiels. Elle a à plusieurs reprises fait des dons en nature et en espèces au village SOS d'enfants. Et elle a financé la construction qui est en cours de 2 blocs de 20 latrines scolaires pour un montant de plus de 32 millions. Pour SOS Village d'enfants Niger, vous êtes un exemple en matière de solidarité de nos interventions qui contribue à donner la chance à des enfants nigériens de grandir et de devenir des adultes et citoyens autonomes. Car parrainer un enfant, c'est lui donner la chance de vivre, de survivre. C'est lui donner aussi la chance d'aller à l'école. C'est aussi la chance d'avoir un foyer et de vivre en parfaite harmonie. Que Dieu bénisse les actions de votre fondation et vos familles respectives. Amin. Le site SOS de Niamey a sous sa responsabilité celui de Dosso, Tawa, Maradi et Difa et intervient au profit des enfants ayant perdu la prise en charge familiale. L'ONG Godia et les riverains du quartier Gabgoura et Losogungu ont procédé ce matin à une campagne de salubrité, une ONG qui contribue à la propriété des quartiers. Le reportage de Asmao Seydou et Halidou Brema. Cette campagne de salubrité organisée par l'ONG Godia dans le quartier Gabgoura et Losogungu vise à rendre propres les 10 quartiers. Une initiative saluée par le coordonnateur de l'ONG Godia. C'est un complément de notre formation que nous sommes en train de faire dans le cadre de changement de comportement sur la salubrité et le recyclage des déchets ménagers. Nous avons eu des matériels avec le Haut Commissariat Niamey-Niala. Donc nous sommes en train d'organiser les groupements dans les différentes localités
de l'arrondissement communal Niamey 1 pour qu'on puisse ensemble lutter pour changer le comportement, en tout cas, de la population sur la salubrité. Donc notre objectif, c'est d'assainir la ville de Niamey. Et Inch'Allah, nous allons faire plus que nous sommes en train de faire pour assainir la ville de Niamey. Je profite pour saluer les différents partenaires qui nous ont accompagnés. Rendre plus salubres les différents quartiers, c'est l'objectif que vise l'ONG Goudia en appui avec le commissariat Niamey-Niala. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.